Mais ce que vous devez savoir, c'est que pendant très longtemps, toute la classe politique ivoirienne a été dépendante positivement ou négativement de la France. Pourquoi? En raison de l'histoire. Lorsque Laurent Gbagbo est contraint à l'exil dans les années 80, où se rend-il? En France. N'est-ce pas? Où se constituent-ils ses premières amitiés internationales extra-africaines? En France, avec le Parti socialiste français. N'est-ce pas? Je vous parle là du président Laurent Gbagbo, de ses relations avec la France. Il la connaît très bien. Il y a étudié. Il y a forgé ses armes idéologiques dans le sillage de la gauche française. Parti communiste, Parti socialiste, les sociaux-démocrates, etc. Il y a même forgé son premier foyer. Il faut que les gens sachent que le président Laurent Gbagbo est loin d'ignorer ce que c'est que la France, où son propre père a combattu. Où son propre père a combattu. D'accord? Il connaît très bien le pays à partir duquel je vous parle. Et même dans les années 2000, lorsque le régime du président Laurent Gbagbo est attaqué par la rébellion venue du Burkina Faso, appuyée par le Burkina Faso de Blaise Compaoré, le premier réflexe du président Laurent Gbagbo, chef de l'État de la République de Côte d'Ivoire, c'est d'actionner les accords de défense entre la Côte d'Ivoire et la France, demandant à la France d'assister la Côte d'Ivoire pour combattre l'attaque de la rébellion, qu'il considère comme une attaque d'un pays étranger. La France refuse, bien sûr, en partant du principe que les rebelles sont des Ivoiriens. Mais elle refuse aussi parce qu'en réalité, elle soutient la rébellion contre Gbagbo. Mais je vous cite ces faits-là pour que vous vous rendiez compte que la classe politique ivoirienne a, pendant très longtemps, essentiellement fonctionné en relation avec la France. C'est-à-dire que la politique internationale de la Côte d'Ivoire, pour toutes les familles politiques, a pendant très longtemps été une politique de négociation avec la France. Ce que la Côte d'Ivoire pouvait faire en dehors du territoire ivoirien passait toujours par une espèce d'accord ou de désaccord avec la France. La France a été et fait tout pour demeurer le tuteur géopolitique, géostratégique et diplomatique de la Côte d'Ivoire. Quand le président Bédié est renversé en 1999, où est-ce qu'il va? Il fait comme le président Gbagbo dans les années 80, il vient en France. Il vient en France aussi, pourquoi? Mais il y a fait ses études. Il vient en France, pourquoi? Parce que le PDC-RDA est devenu un allié de la 5e République française. Que ce soit un président de gauche ou de droite qui est à la tête de l'Élysée, le PDC-RDA, qui était au pouvoir pendant 33 ans, a fait de la Côte d'Ivoire un partenaire privilégié, une chasse gardée, et bien de l'influence française. Donc, c'est tout naturellement qu'Henri Konan Bédié, lorsqu'il est chassé du pouvoir en 99 par les amis d'Alassane Dramane Ouattara dans l'armée, il vient en France. Vous voyez à quel point même le PDC-RDA, même dans l'opposition, le PDC-RDA est resté tributaire de la France. Maintenant, je voudrais parler des relations entre Guillaume Soro et la France. Guillaume Soro n'a pas fait la plus grande partie de ses études ici. Il a fait la plus grande partie de ses études en Côte d'Ivoire. Contrairement à Laurent Gbagbo et à Henri Konan Bédié, que je viens d'analyser. Mais ces relations avec la France, elles sont déterminées. Déjà, dans les années 90, nous étions contre le régime du PDC-RDA du président Houphouët-Boigny. La FECI, c'est un syndicat de gauche, de la gauche ivoirienne traditionnelle. Dans ces années-là, nous sommes naturellement associés au parti de gauche. Sur les campus ivoiriens, ce sont donc les idées de Laurent Gbagbo, de Zadi Zaourou, ce sont les idées de gens comme les Memel Fauter, ce sont les idées de gens comme les Désiré Tanoé. Ce sont ces idées qui s'imposent. Or, ce sont des leaders de gauche. Ce sont les idées du Parti communiste ivoirien, ce sont les idées du PIT de Francis Vautier, qui sont des partis de gauche. Ce sont ces idées-là qui s'imposent pour la jeunesse ivoirienne. Donc c'est une jeunesse, à l'intérieur de la FECI du moins, qui grandit dans un anticolonialisme et un panafricanisme de principe. Or, qu'est-ce qui va se passer? Quand Guillaume Soro se retrouve allié d'Alassane Ouattara, à partir de 99, de 2000, de 2001, etc., de facto, il est du côté de l'alliance à la France qui opère du côté de Ouattara. Alors, si vous êtes panafricaniste de gauche et que vous êtes à la FECI, ben vous êtes allié à des Français, en général du Parti socialiste français, à des Français du Parti communiste français. Vous êtes allié à l'aile gauche de la France-Afrique. Mais c'est la France-Afrique
Parce que le Parti socialiste français n'est pas pour l'indépendance totale de l'Afrique francophone. Il faut que vous le sachiez. Les socialistes français n'ont jamais été pour l'indépendance totale de l'Afrique francophone. Les socialistes français ont maintenu le système de la France-Afrique avec autant d'ardeur et de vigueur que les gaullistes français. Il faut que vous compreniez cela. Donc, ce n'est pas parce que tu es allié à Ouattara que tu es allié au bon côté de l'élite politique française. Ce n'est pas parce que tu es allié à Gbagbo que tu es allié dans les années 90-2000 au bon côté de l'élite politique française. Il n'y a pas de bon côté de l'élite politique française de gouvernement. Les Français de gauche comme de droite dirigeant la France ont toujours tout fait, même du centre comme Macron, ils ont toujours tout fait pour maintenir l'Afrique. Chasse gardée de la France. Maintenir le précaré et l'influence. Donc que vous soyez dans les années 90, pro-Gbagbo, ou que vous soyez pro-Ouattara, vos alliances en France vous amènent toujours à être en contact avec des dirigeants français de gauche ou de droite qui au fond ne veulent pas de l'indépendance de l'Afrique. François Mitterrand ne voulait pas de l'indépendance de l'Afrique. Lionel Jospin ne voulait pas de l'indépendance de l'Afrique. François Hollande ne voulait pas de l'indépendance de l'Afrique. Pourtant, ce sont les principaux responsables du Parti socialiste français que je viens de citer. De la même façon, De Gaulle ne voulait pas l'indépendance de l'Afrique. Giscard d'Estaing ne voulait pas l'indépendance de l'Afrique. Jacques Chirac ne voulait pas l'indépendance de l'Afrique. Nicolas Sarkozy de Nagui Bokcha ne voulait pas l'indépendance de l'Afrique. Emmanuel Macron ne veut pas de l'indépendance de l'Afrique. Donc, en fait, toute la classe politique de gouvernement en France est néocolonialiste. Et il a fallu du temps pour que cette idée devienne une idée commune, une idée populaire. Parce que dans la plupart des pays africains, il était de tradition d'essayer de chercher des soutiens. Quand on a un parti de gauche, des soutiens dans la gauche française pour gouverner l'Afrique. Et quand on est un parti de droite, de libéral ou un parti du centre, il était de tradition de chercher le soutien des centristes français ou des droitistes français pour gouverner un pays africain. Or, en fait, que vous alliez vers l'élite française de la gauche, ou que vous alliez vers l'élite française de la droite, vous tombez systématiquement sur les néocolonialistes. Et c'était pas clair dans la tête des gens, jusqu'à ce que cela arrive. Chez le président Guillaume Soro, il y a eu à un moment donné l'espoir que le fait que le président Emmanuel Macron soit un homme politique jeune, l'espoir que celui-ci sorte des sentiers battus de la France-Afrique et fasse une politique nouvelle avec l'Afrique. Chez Guillaume Soro, il y a eu un moment d'espoir que Macron serait un allié du renouvellement générationnel de la classe politique africaine. Mais cet espoir a été vite déçu, puisqu'Emmanuel Macron s'est avéré le plus médiocre, le pire des présidents france-africains de la France. Donc, qu'est-ce que je vais vous dire sur le plan international de la différence entre Soro et Gbagbo? C'est que Guillaume Soro et Laurent Gbagbo font partie des Ivoiriens qui sont complètement guéris de la tentation d'espérer quelque chose de la France. Ils sont complètement guéris. Laurent Gbagbo qui est là, il ne compte pas sur le Parti socialiste français pour gagner la bataille politique en Côte d'Ivoire. Avant, il comptait. Jusqu'à se rendre compte que Jospin et Chirac pouvaient s'entendre pour l'écraser, lui, Gbagbo. Avant, il comptait. Hein. Il pouvait penser que parce qu'il a son ami Guy Laberty, parce qu'il connaît Emmanueli, le Parti socialiste va le défendre. Quand il s'est retrouvé sous les canons français et que les socialistes n'ont rien fait, Laurent Gbagbo a compris qu'il n'y a plus jamais à compter sur la France. Guillaume Soro, lorsqu'il était avec Alassane Dramane Ouattara, avait le soutien de la droite de gouvernement française. Donc la droite de gouvernement française, c'est Chirac, la droite de gouvernement française, c'est Sarkozy, n'est-ce pas? Mais quand lui, Guillaume Soro, s'est retrouvé en difficulté, et qu'il a pensé, par solidarité de génération, qu'Emmanuel Macron pouvait être à ses côtés, qu'est-ce qu'il a eu? Il a été chassé de France par Emmanuel Macron. Donc, les deux hommes politiques dont je vous parle ce matin, ils sont guéris de la tentation française. Je dis bien guéris. L'obsession française de la classe politique ivoirienne, là. S'il y a deux hommes politiques qui vont délivrer la Côte d'Ivoire de cette obsession, c'est Laurent Gbagbo et Guillaume Soro. Parce qu'ils ont tout vu dedans. Vous comprenez? Voilà pourquoi le premier argument qui disait ils ne peuvent pas aller ensemble parce qu'ils se sont combattus, cet argument, quand on analyse en profondeur, on se rend compte que par une démarche personnelle, ces deux hommes d'État ont bien compris que s'ils veulent
marquer l'histoire de leur pays, ils doivent s'entendre pour libérer ce pays de l'emprise néocolonialiste, la France. Et chacun des deux, Guillaume Soro comme Laurent Gbagbo, il s'est déjà lavé les mains de la France. Ils s'en sont déjà lavé les mains. Laurent Gbagbo, lui, depuis qu'il est sorti de prison à La Haye, est-ce que vous avez entendu qu'il a mis les pieds en France? C'est un message, hein? Vous avez entendu Laurent Gbagbo mettre les pieds en France? Bon. Depuis que Guillaume Soro a été chassé de France par Emmanuel Macron, au mépris même des lois françaises, est-ce que vous avez encore entendu que Guillaume Soro demande un visa français? Ce sont des messages qu'il donne à la classe politique française. Nous, on arrive pour délivrer le pays de vous. PPAC et GPS sont alignés sur la même ligne anticolonialiste, anti-impérialiste, souverainiste. La ligne souverainiste, anticolonialiste, anti-impérialiste qui s'affirme actuellement dans l'AES. C'est dans ça que nous sommes. Et il faut que vous compreniez cela. Voilà la profondeur de l'alliance. À partir de l'analyse de l'histoire politique intérieure et de l'histoire politique internationale. Voilà pour le premier argument. Voilà pour le premier argument. Ils sont condamnés à s'entendre parce qu'ils ont eu les mêmes désillusions. Les mêmes désillusions intérieures, la manipulation par Ouattara. Ils sont formés. Les mêmes désillusions extérieures, la manipulation par le néocolonialisme français, de gauche comme de droite. Ils sont formés, ils sont prêts. Ils ont compris qu'ils ont la responsabilité de rendre ensemble la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens. Vous avez compris? Maintenant, je prends le deuxième contre-argument, parce que nous sommes dans une dissertation. Dans une dissertation, nous autres philosophes, on commence par développer des arguments pour la thèse. Mais on n'oublie jamais les arguments de la thèse. Parce que quand on va faire l'antithèse, on va reprendre les arguments de la thèse pour montrer leurs limites. Je suis dans l'antithèse actuellement. Je suis en train de vous montrer les limites de la thèse qui a été avancée. Bon, on prend le deuxième argument, l'argument de la concurrence politique personnelle, la compétition politique. Oui, le président Gbagbo veut être à nouveau président de la République. Oui, le président Guillaume Soro veut être élu président de la République de Côte d'Ivoire. Et certains pensent que le fait que le président Gbagbo et le président Soro aient la même ambition signifie par définition qu'ils ne peuvent pas s'entendre. Or là, c'est ne pas comprendre le principe du pluralisme démocratique. Si on se bat pour sauver la Côte d'Ivoire, rendre la souveraineté au peuple de Côte d'Ivoire, l'un des aspects de la souveraineté, c'est le droit du peuple de choisir librement ses dirigeants. Or, un peuple ne peut pas choisir librement ses dirigeants si on n'a pas laissé s'exprimer toutes les sensibilités politiques. Si on étouffe a priori les différentes sensibilités politiques, l'expression souveraine du peuple est bridée. Donc si on veut imaginer une alliance de l'opposition, il faut d'abord que ce soit à partir de l'expression de la diversité, justement des opinions, la diversité des idéologies, la diversité des programmes et des projets. L'alliance de l'opposition se construit dans le système politique tel qu'il est, en tout cas dessiné aujourd'hui en Côte d'Ivoire, à partir du deuxième tour. Exactement comme ça s'est fait en 2010. C'est au deuxième tour que le président Bédié et le président Ouattara se sont alliés contre le président Laurent Gbagbo. Ils ne pouvaient pas s'allier au premier tour. S'il y a donc une alliance politique derrière une candidature, elle sera déterminée par le premier arrivé. C'est dans ces conditions qu'un débat sur l'alliance politique est envisageable. Mais le fait que le président Gbagbo et le président Guillaume Soro veuillent être candidats dès le premier tour de l'élection présidentielle donnera l'occasion à tout le monde de se peser et par la suite de négocier en conséquence. Et on se bat justement pour que la politique en Côte d'Ivoire ne soit pas frappée d'exclusion. On se bat pour que tous ceux qui ont le droit d'aspirer à des fonctions politiques en Côte d'Ivoire s'expriment et que le peuple, le seul arbitre, le seul qui est chargé de la dévolution du pouvoir, décide. Donc au contraire, la preuve que Guillaume Soro et Laurent Gbagbo s'entendent, c'est qu'ils se soutiennent mutuellement contre l'exclusion. La preuve qu'ils s'entendent, c'est qu'ils acceptent d'aller à une élection présidentielle où les Ivoiriens diront celui qui est le mieux placé des deux pour gouverner la Côte d'Ivoire. Et il sera encore plus facile pour celui qui n'est pas le mieux placé des deux de soutenir l'autre. Parce que le peuple aura tranché à l'occasion de cette consultation. C'est comme cela qu'on fait de la politique propre.
la politique saine. On l'a fait dans la concurrence loyale, pas dans la concurrence déloyale, pas dans l'intimidation. Et c'est d'ailleurs en ce sens que le président Gbagbo fut célèbre par une formule qu'il a employée autrefois. Il a dit ceci, autrefois, répondant au fouet Boigny Félix. Le grand frérisme n'est pas un humanisme. Je reprends la citation des propos du président Gbagbo. Le grand frérisme n'est pas un humanisme. Qu'est-ce que ça veut dire cette formule? Chez nous, en politique africaine, au lieu de laisser les citoyens s'exprimer, on a tendance à vouloir utiliser le droit d'aînesse pour éliminer tous ceux qui peuvent, d'une manière ou d'une autre, exprimer un point de vue différent de nous. Non, tu es encore jeune, votre temps viendra. Voilà comment en Afrique, il y a des gens qu'on dit jeunes, ils ont 60 ans. J'ai même vu, à un moment donné, au PDCI, quelqu'un qui était KKB, il était le principal dirigeant du mouvement de jeunesse. Il avait déjà plus de 50 ans. Comment à plus de 50 ans? Moi, j'en ai 53. Vous pouvez me présenter comme le dirigeant du mouvement de jeunesse d'un parti politique. Plus d'un demi-siècle est déjà passé derrière moi. Quand Laurent Gbagbo dit que le grand frérisme n'est pas un humanisme, il veut dire qu'il faut laisser s'exprimer le pluralisme. Laisser ceux qui veulent aspirer aux fonctions politiques s'exprimer. Eux-mêmes vont voir par les suffrages qu'ils vont obtenir qu'est-ce qu'ils représentent, ce qu'ils représentent réellement dans le pays. Et en fonction de cette représentation réelle, ils vont évaluer leur manière de participer possiblement aux étapes futures de la vie des institutions. Voilà le principe du pluralisme démocratique expliqué. Si donc Gbagbo et Soro sont alliés, c'est parce qu'ils sont pluralistes. C'est parce qu'ils veulent respecter ce que le peuple ivoirien va dire. S'ils sont alliés, c'est pour permettre la naissance d'une Côte d'Ivoire où être candidat à la présidence de la République ne sera plus un crime de lèse-majesté. Vous avez vu Alassane Ouattara? Alassane Ouattara menaçait des Ivoiriens d'oser être candidat indépendant. Alassane Ouattara menaçait des citoyens ivoiriens. Le premier qui va s'amuser à être candidat indépendant, il aura affaire à moi. Et ceux qui l'ont aidé auront affaire à moi. Est-ce que ça peut se dire dans un système politique de pluralisme? Est-ce qu'on peut tenir un tel langage dans un système politique dit démocratique? Menacer des citoyens au motif qu'ils oseraient, qu'ils envisageraient d'être candidats indépendants. Alassane Ouattara, par cette seule boutade, par cette seule menace formulée contre les candidatures indépendantes à la présidence de la République, a avoué que le système politique ivoirien actuel est tout sauf pluraliste, tout sauf démocratique. C'est une dictature abjecte. C'est un système vicié. Donc, le deuxième argument que les pessimistes avançaient pour penser que l'alliance ne tient pas. Cet argument ne tient pas. Au contraire, l'alliance tient parce que le président Laurent Gbagbo et le président Guillaume Soro tiennent à montrer que la concurrence politique loyale peut avoir lieu en Côte d'Ivoire, qu'elle peut avoir lieu en Afrique. Ils sont alliés contre l'exclusion. Et ils se présenteront devant le peuple ivoirien qui donnera à chacun sa rétribution lors du premier tour d'une élection présidentielle. Et à l'issue de ce premier tour, il sera possible de discuter de l'éventualité ou de la nécessité d'alliance politique dans le cadre de l'opposition. Voilà ma réponse à la deuxième objection. Maintenant, on passe à la troisième objection. Dans la thèse, on disait que cette alliance-là, elle ne peut pas, elle aura beaucoup de mal à marcher. Pourquoi? Parce que en face, il y a le tout-puissant monsieur Alassane Dramane Ouattara. Alassane Dramane Ouattara est tellement puissant que vraiment les deux là, de toutes les façons, ils ne peuvent pas le renverser. Ok. Mais connaissez-vous un dirigeant politique qui n'était pas très puissant au moment où on l'a renversé? Connaissez-vous un dirigeant politique qui, au moment où on l'a renversé, n'avait pas de force? Prenons le premier coup d'État qui a eu lieu en Côte d'Ivoire. Il y a des gens qui ne croyaient pas qu'un coup d'État puisse avoir jamais lieu un jour en Côte d'Ivoire. J'ai eu une conversation célèbre avec un de mes doyens, très proche, dont je tairai le nom. 6 mois avant le coup d'État de 99, je crois qu'on était comme ça peut-être au mois de juin 1999 en Côte d'Ivoire. J'étais assis sur une terrasse avec ce doyen. Je lui dis, doyen, selon mes analyses, le président Bédié là va être renversé. Il y a un coup d'État qui se prépare contre lui pour le faire tomber. Le doyen me dit, Franklin, le jour où ça arrive,
je te consacre grand analyste politique. Parce que dans ce pays de Houphouët-Boigny, qui est un pays de paix, d'hospitalité, un pays d'amour, ça là, ça ne peut pas arriver. Et moi, je lui disais, c'est précisément parce que vous avez pensé que la paix, la solidarité, l'amour sont des vertus morales qui suffisent à rendre les gens bons. Et que vous n'êtes pas en train de prendre des dispositions pour que ces vertus se traduisent par des structures de vigilance, des structures d'action. Vous serez surpris. Le pouvoir là, il va tomber. Quand, le 24 décembre 1999, ce pouvoir tomba, le doyen m'appela avec honnêteté, sincérité et me consacra excellent analyste politique. Parce qu'en plus, je lui avais donné les raisons pour lesquelles je pensais que le pouvoir Bédié allait tomber. Il allait tomber, disais-je, parce que c'était un pouvoir qui était animé d'une très grande certitude. Il avait une excessive confiance en lui-même. Il allait tomber parce que c'était un pouvoir qui ne s'était pas rendu compte qu'il y avait déjà eu des tentatives de renverser le PDC-RDA dans le passé et que ces tentatives continuent à être menées par les mêmes. Moi, j'avais bien vu qu'en 1993, c'était Alassane Ouattara. J'ai bien vu qu'en 1994, il va créer le RDR, c'est Alassane Ouattara. J'ai bien vu qu'en 1995, il fait le Front commun avec Laurent Gbagbo, c'est Alassane Ouattara. Je voyais très bien comment la politique de l'ivoirité menée sous le président Bédié était exploitée par Alassane Ouattara pour se positionner comme la grande victime de tout. Et que cela se traduisait désormais par la méfiance entre les Ivoiriens, y compris dans l'armée, dans les armées ivoiriennes. Et je disais à mon doyen, cette affaire, s'il va finir par un coup d'État, eh bien, le président Bédié sera surpris. Cela arriva. Donc, pour revenir à Alassane Ouattara aujourd'hui, tout le monde a le sentiment qu'Alassane Ouattara est tout puissant, qu'il n'a jamais été aussi puissant. On a exactement le sentiment qu'on avait sous Henri Konan Bédié en 1999. Alassane Ouattara peut mettre en prison maintenant en Côte d'Ivoire qui il veut. Il attrape qui il veut. Dès que tu le contredis, il a même menacé. Si tu es candidat indépendant, je te fous en prison. Alassane Ouattara a atteint le summum de sa toute-puissance. Or, c'est quand tu atteins le summum de ton orgueil, à la manière de Nabucodonosor dans la Bible, c'est quand tu arrives à la dimension de Ouattara là, où tu crois que tu es inatteignable, c'est là que tu atteins le moment suprême de ta fragilité. C'est alors là que la roue de l'histoire se retourne violemment. Et toi qui étais en haut, tu te retrouves en bas. Alassane Ouattara a atteint ce pinacle là, il ne peut pas aller plus loin. Il a avoué un jour que lui, il aurait voulu être empereur de Côte d'Ivoire. Il aurait voulu être empereur de Côte d'Ivoire. Il a atteint. Alassane Ouattara est maintenant empereur. Qu'est-ce qu'il peut être d'autre? Il ne peut être qu'ancien empereur. Il ne peut pas monter plus que ça. Il a voulu monter au niveau de la CEDEAO, monter au niveau de la sous-région, on l'a fait descendre. Et maintenant, il est dans la pente descendante. Parce que qu'est-ce qu'il n'a pas fait aux Ivoiriens? Il a tout fait. La seule chose qui puisse arriver de nouveau à Alassane Ouattara aujourd'hui, c'est de perdre le pouvoir. Alors pourquoi Alassane Ouattara va-t-il perdre le pouvoir? Je vous l'ai déjà expliqué. C'est parce que Alassane Ouattara n'a plus d'appui dans la sous-région ouest africaine. Il a perdu tous ses appuis, les plus sûrs. Avant, il pouvait s'appuyer sur le Burkina Faso, s'appuyer sur le Mali. Il pouvait s'appuyer sur la religion musulmane. Il pouvait s'appuyer sur la tradition malinké pour se donner un hinterland puissant dans l'Afrique de l'Ouest. Or, aujourd'hui, Alassane Ouattara est reconnu comme le plus grand ennemi public de tous les peuples ouest-africains. Il est détesté en Guinée, détesté au Mali, détesté au Burkina Faso. Alassane Ouattara est détesté dans toute l'Afrique. C'est le chef de l'État le plus vomi de l'Afrique contemporaine. Même le vieux dictateur camerounais Paul Biya n'est pas autant détesté par les Africains que Ouattara Draman. Ça, c'est un. Deuxièmement, le grand soutien d'Alassane Draman Ouattara, c'est qui? C'est le néocolonialisme français. Mais le néocolonialisme français est en perte de puissance en Afrique. La France n'a jamais été autant faible en Afrique qu'elle l'est aujourd'hui. Donc, le bras séculier de la France, soutenant Alassane Draman Ouattara, est encore plus faible. Car en fait, s'il y a un pays où jamais un coup d'État ne devait arriver, c'est le Niger. Mohamed Bazoum bénéficiait de la double couverture militaire de la France et des États-Unis d'Amérique. Il avait une immense base de drones américaines sur son sol à Agadez. Il avait une immense base militaire française dans la capitale Niamey. Il est quand même tombé. Pourquoi? Parce que l'armée française n'a plus les soldats qui sont prêts à mourir au front en Afrique. Ah oui!
Pendant très longtemps, de toutes les façons, l'armée française, pour ses guerres, a utilisé la chair à canon africaine. Maintenant, la chair à canon de l'armée française, elle est faite de soldats franco-français, pour la plupart, et qui aiment bien rentrer le soir à la maison, regarder la télé, avec leurs femmes et leurs enfants. Donc la France a perdu la capacité de faire risquer la vie de ses hommes sur tous les fronts. Parce que la doctrine militaire de la France elle-même s'est modifiée avec la perception de soi du soldat français, qui est un citoyen moderne, et à qui on peut de moins en moins faire n'importe quoi. Donc Alassane Dramane Ouattara, ceux sur qui il compte, ils ne seront pas là quand ça va chauffer pour lui. C'est la deuxième raison. Paris ne le sauvera pas. Paris ne le sauvera pas. Parce que Paris est dans une position de faiblesse inégalée dans l'histoire. Si Paris était si puissante que ça, si Washington était si puissante que ça, Bazoum n'aurait pas été renversé. Ouattara le sait. Voilà le deuxième élément de sa faiblesse. Troisième élément de la faiblesse de Ouattara. Mais il a perdu le charme qu'il exerçait sur les populations du nord de la Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara a construit son personnage politique ivoirien sur l'idée qu'il serait le grand défenseur des nordistes. Il a fabriqué le nordiste et ensuite il l'a manipulé, il l'a écrasé. Or, Alassane Ouattara est le plus grand persécuteur de fils et de filles du Nord. Il est le plus grand emprisonneur de fils et filles du Nord que l'on connaisse. Il est le plus grand assassin de fils et filles du Nord que l'on connaisse. Donc, Alassane Ouattara, là, il a perdu la confiance des populations du Nord, de la Côte d'Ivoire. Elles font semblant de lui obéir. En réalité, elles sont soumises par peur de se faire brutaliser. Ces populations rejoignent par là celles du centre, celles du sud, celles de l'est et de l'ouest de la Côte d'Ivoire, sur un seul fait. Au meilleur moment possible, il faut venger l'honneur du peuple ivoirien en se débarrassant du dictateur Alassane Dramane Ouattara. Ça, c'est l'opinion la plus répandue. Si vous menez une enquête par sondage anonyme dans le peuple de Côte d'Ivoire, l'opinion majoritaire chez les Ivoiriens, c'est qu'Alassane Ouattara est un ennemi de l'Afrique, est un ennemi du peuple ivoirien. La Côte d'Ivoire ne sera debout que quand Alassane Ouattara, eh bien lui, son pouvoir sera couché. Vous comprenez? C'est un président dont le mépris, l'arrogance, l'autosuffisance ont engendré un rejet profond chez les Ivoiriens. Quand vous les voyez devant lui, même les têtes couronnées qui baissent la tête là, c'est de l'hypocrisie absolue. Les Ivoiriens guettent Ouattara. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles il va tomber. Enfin, le quatrième argument, disait-on, en défaveur de l'alliance entre le président Soro et Gbagbo, croyait-on, c'est l'atmosphère internationale. Est-ce que le président Soro et Gbagbo bénéficie d'une puissance suffisante pour faire face à Alassane Dramane Ouattara? D'abord, le président Guillaume Soro est de tous les hommes politiques ivoiriens celui qui a anticipé les révolutions ouest-africaines. De tous les hommes politiques ivoiriens, il est même celui qui a apporté sa modeste expérience au succès des révolutions ouest-africaines. De tous les hommes politiques ivoiriens, l'un de ceux qui peut ramener de l'AES tout le gain de l'expérience de combat de ces peuples-là pour le peuple de Côte d'Ivoire, c'est celui qui est à Bamouania, Guillaume Kibafori Soro. Intimement lié, proche et engagé aux côtés des présidents Tiani, Traoré et Goïta pour la libération de l'Afrique. Guillaume Soro mouille le maillot. Parce qu'il sait que c'est dans ces conditions que l'interland sahélien pourra être avec la Côte d'Ivoire en une alliance forte. Imaginez un accord de coopération entre l'AES et la Côte d'Ivoire. Imaginez ce que ce sera pour toute la sous-région. Une coopération maximale entre la République de Côte d'Ivoire et l'Alliance des États du Sahel, voire l'adhésion même de la Côte d'Ivoire à l'Alliance des États du Sahel. Vous voyez tous les ports de l'océan Atlantique qui s'ouvrent. Vous voyez toutes les possibilités de coopération réussie entre tous ces pays-là qui vont s'ouvrir. Vous les voyez ou pas? Voilà. Donc, voilà les raisons pour lesquelles nous pensons que c'est une alliance opérationnelle. Enfin, il y a un élément psychologique important. L'expérience nous a permis de savoir que le président Guillaume Soro et le président Gbagbo ont une qualité en commun. Franchement, c'est une qualité qui est très importante. Leur amour pour la Côte d'Ivoire
leur permet de dépasser leur rancœur personnelle. L'amour que ces deux hommes d'État ont pour la Côte d'Ivoire est une force qui leur permet de transcender leur rancœur personnelle. Le président Laurent Gbagbo, s'il n'avait pas cette dimension, il n'aurait jamais accepté de construire un gouvernement d'union nationale à travers l'accord de paix de Ouagadougou en 2007. Accord de paix qui a permis à Guillaume Soro d'être Premier ministre sous le président Laurent Gbagbo. Cet accord-là n'aurait pas été possible si Laurent Gbagbo et Guillaume Soro n'étaient doués de la capacité de se dépasser au nom du pays. Ils ont conservé cette capacité et c'est une chance. Ce sont des hommes d'État qui peuvent prendre des décisions objectivement bonnes pour le pays. Et ce sont des hommes d'État qui sont capables de prendre des risques quand ils ne sont pas d'accord. Cela les rapproche. Tout comme les rapproche l'enseignement de l'histoire. Leurs désillusions respectives les rapprochent. Le deuxième élément extrêmement important, c'est que ces deux hommes d'État sont ancrés dans le développement d'une Côte d'Ivoire en rapport avec le monde multipolaire. Avec Laurent Gbagbo et Guillaume Soro, à la tête de la Côte d'Ivoire, on doit imaginer une Côte d'Ivoire qui va saisir plus d'opportunités que la Côte d'Ivoire actuelle, maintenue en situation de caniche de la France-Afrique, caniche de l'impérialisme occidental.